Bonjour à tous et à toutes, bienvenue... Oh non, pas encore eux. Attends Justin, n'ouvre pas ce colis, tu t'apprêtes à faire une grave erreur. Mais si, ouvre-le, tu vas donner encore plus de valeur en l'installant. Non mais ça me saoule, t'es là avec ton camion à 20 litres au 100 et maintenant tu vas installer un chauffage à combustible fossile. Non mais n'écoute pas Justin, le matin on sky limite dans le truc. J'arrive même plus à bricoler, il nous faut plus de chaleur. Mais un bon pull, bon Dieu. Eh, tu t'es tant battu pour avoir tes batteries à 10 000 patates pour faire une cellule 100% électrique, tu pourrais même alimenter un petit village normand. Après, parlons business. Si tu fais une vidéo en installant ce chauffage, je peux te décoter un petit partenariat et en plus tu vas sûrement faire 50 000 vues parce qu'on est en hiver, ça va aider ta communauté, tu vas gagner 200 balles de YouTube Money. Bon, il y a quelque chose à faire. Ouais, mais laissez-moi tout seul, c'est à moi de prendre la décision, il y a un seul Justin et on va ouvrir ce colis. Bon, je vais devoir faire confiance à Bi pour qu'elle me coupe les cheveux. Avant ce massacre, on va parler chauffage. Ça va être le thème de cette vidéo. Aujourd'hui dans le Redtruck, on a déjà un chauffage et on s'en sert presque tous les jours parce qu'il commence à faire froid. En fait, on a une Freshwell 3000. C'est un chauffage réversible, c'est-à-dire que c'est surtout une clim avec une puissance de 2700 watts et une puissance de chauffe de 3000 watts. Alors c'est bien pour le Redtruck parce qu'on a des panneaux sandwich un peu comme une caisse frigorifique. Le problème, c'est qu'un chauffage électrique consomme énormément d'électricité. Et à bord de ce véhicule, on a trois appareils qui sont énergivores. On a donc le chauffage clim, ensuite le chauffe-eau, parce qu'on roule pas avec le camion actuellement en plein confinement, donc on n'arrive pas à accumuler de la chaleur. Donc il chauffe à l'électrique. Et ensuite on a les plaques de cuisson quand on fait vraiment un gros repas. Et ces trois appareils sont vraiment énergivores et d'ailleurs là on perd pas mal l'électricité, on chauffe un petit peu en continu et on est à 77% de batterie depuis à peu près le mois. C'est-à-dire que tous les jours, on n'arrive pas à recharger vraiment nos batteries et on perd même 1 à 2% chaque jour sur notre parc batterie. Pourquoi? Parce qu'on ne roule pas avec le Redtruck. On est vraiment bloqué actuellement avec le confinement, donc le coupleur séparateur ne peut pas venir recharger les batteries en roulant. Donc ça du coup, on survit uniquement grâce à nos panneaux solaires. Et nous sommes en Normandie. Et si on veut parler d'un pays froid, eh bien comme la Russie, si on est bloqué en hiver en Russie un jour, on ne pourra pas recharger suffisamment avec le parc des batteries, des panneaux solaires. Et du coup, il faut vraiment qu'on pense déjà à une solution de chauffe, au moins pour un plan B qui ne consommerait très peu d'électricité. Alors pourquoi j'ai très peur du froid? N'hésitez pas à lire mon livre, d'une parce qu'il va vous faire voyager durant cette période où c'est très dur de bouger de chez soi. À l'intérieur de ce livre, je parle d'une mauvaise aventure au Laos où vraiment j'ai eu très froid dans un véhicule et c'était très tendu comme situation. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment peur d'avoir froid à nouveau et notamment dans le Redtruck. Donc on va l'équiper d'un chauffage de secours et un chauffage qui ne demandera pas d'électricité ou très peu et un chauffage du coup qui sera au gasoil. Ça je suis un peu triste parce que dans cette cellule c'est vrai que j'avais le défi de la rendre 100% électrique et là nous allons craquer avec un équipement secondaire bien sûr mais qui consomme du coup du gasoil. Bon alors je suis très content de tourner cette vidéo parce que c'est une vidéo sur le chauffage qui m'a été demandé surtout à l'approche de l'hiver et surtout sur ce type de chauffage. J'ai regardé plein de manières de se chauffer dans un fourgon, notamment il y avait une idée qui m'avait bien séduit, c'était les radiateurs à huile comme dans certains bateaux, les radiateurs céramiques. Malheureusement, ce sont des appareils qui prennent beaucoup de place. Et même si notre camion est assez gros, le chauffage au gasoil ou à gaz est forcément plus petit et surtout est fixe, à l'inverse d'un radiateur qu'on va se trimballer un peu partout. Aujourd'hui, on est parti du coup sur un chauffage autotherme 4D. Il existe, c'est pour ça que je vais en parler dès le début de cette vidéo, les Shinasto. Et je vais faire une parenthèse dessus. Sur Facebook, je suis abonné à plein de groupes sur ces chauffages et les Shinasto. Ce sont en fait vulgairement le Webasto, qui est un chauffage allemand qui équipe beaucoup de bateaux, beaucoup de camions, en version un peu plus cheap. Il existe des kits à moins de 120 € qu'on peut trouver sur internet et ce sont des chauffages en fait qui marchent très bien. Quelle est la différence du coup avec un Webasto ou un autotherme? Parce que là du coup on est sur un autotherme qui est un chauffage russe, on n'est pas très loin de la Chine, mais ce chauffage russe va être un peu plus cher parce que normalement
je vais l'ouvrir avec vous, mais il doit être livré avec un certificat de l'homologation, parce qu'on est quand même sur une installation un petit peu technique, une installation qui pourrait mettre feu à votre camion, à notre Red Truck, donc il va falloir faire ça bien, et il faut partir du coup sur une installation qui est vérifiée. Du coup, tous ces chauffages dits chinois, ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvaise qualité, mais ne sont pas livrés avec du coup le certificat de garantie. On va surtout payer ce fameux papier. Pourquoi aujourd'hui je vais payer ce prix-là? C'est parce que le camion, le Red Truck, bon déjà c'est un sacré investissement, et ensuite je ne l'ai pas encore passé à l'Adrial. Et pour homologuer mon véhicule en camion, camping-car, en autocaravane quoi, il va falloir former un dossier, et donc vu qu'on installe un chauffage au diesel, il me faut ce petit papier pour rendre mon installation complète et fonctionnelle. Donc là j'ai tout déballé, et voilà ce que ça donne. Donc ça j'ai acheté séparément, ça j'ai acheté séparément, ça je crois avoir acheté séparément. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai acheté séparément, et donc c'est un kit, pour le prix je trouve que c'est un peu exagéré, qu'on n'a pas énormément de choses par rapport aux concurrents qu'on trouve chez les Shinasto. Bon alors du coup je faisais le tour du Red Truck et je me suis dit mais où mettre ce truc? Même si c'est petit, ça prend quand même un petit peu de place, il faut qu'il soit pas loin du réservoir, donc le réservoir est juste ici. Et j'ai une petite idée, je vais plutôt le mettre dans mon coffre. Donc ici j'ai un petit coffre technique, je crois que je vous l'ai jamais montré, et c'est là où je mets mon échelle et tout. Donc là il est vide, mais ça fait quand même un petit peu d'espace, et donc au moins le chauffage ne sera pas à l'intérieur du camion, en tout cas le boîtier. Je viens de commencer par faire mes marquages juste ici, donc pour cette petite platine, donc ça c'est très pratique, parce que du coup, hop, pas besoin de faire des trous à la scie cloche, on va directement venir faire un gros carré, mais on a un problème, comme d'habitude, en fait, bon, je savais ce que j'avais en dessous de mon camion, mais ici on a un boîtier étanche pour nos câbles électriques, notamment pour nos feux, etc. Donc si je fais mon trou juste à gauche du boîtier électrique, mon cache va se retrouver à peu près à cet endroit-là. Donc ça va, mais on est très proche du mur, de la paroi, et pourtant c'est ici on va venir aspirer l'air qu'on va recracher à l'intérieur de la cellule. Bon, je viens de vérifier dans la notice, heureusement le fabricant autorise une installation à 5 cm de la paroi, donc c'est vraiment limite pour nous, mais il l'autorise, donc ça veut dire que pour le modèle 4D il n'y aura pas de problème. Alors comme d'habitude, pour faciliter la découpe, on va faire des trous à la scie cloche à 19 mm du bord, parce que c'est une scie cloche de 38. Hop. Bon alors une fois que les trous sont faits, c'est plus simple pour les angles, et je vais pouvoir utiliser ma scie sabre, parce que ma scie sauteuse ça va être un peu galère, là j'ai pas beaucoup de place pour tourner. Atang! Et ça fait une belle étoile. Donc là on a un beau trou, on va voir si ma platine rentre. Oh, ça m'a l'air de rentrer du premier coup. Ouais! Wow! Et en plus ici c'est nickel. Comme d'habitude sur cette chaîne, tout est au millimètre près, et je voulais surtout pas que ça se chevauche, sinon on allait avoir des trous d'air ici, donc c'est pas bien. Bon, par contre en dessous c'est beaucoup moins esthétique. La scie sabre va un peu dans tous les sens avec une lame très fine, donc c'est pas très grave parce que c'est le dessous. Hop, combien j'ai? Oh, j'ai pile 5 cm,2 cm. Donc j'ai chaud parce qu'ici, bon, faut laisser un certain espace, mais je vais quand même peut-être rajouter une grille d'aération supplémentaire. De toute façon, derrière, c'est la roue de secours, donc on n'aura pas de poussière ni d'humidité. Je vais vous montrer. Toute la zone poussiéreuse d'un camion, on va dire, c'est ici, et encore, c'est très haut. Alors que là, si je me fais une petite grille d'aération, on est quand même dans un cache, et je pense que ça peut être pas mal pour que ce placard soit bien aéré. Pour faire les choses bien, on va d'abord venir rifter ma plaque au plancher. Tac, alors je vais juste mettre 4 rivets, ça va suffire. Dans mes vidéos, vous me demandez souvent qu'est-ce que c'est que ma rifteuse. Et ben c'est pas vraiment une rifteuse, c'est un adaptateur à rifter de chez Le Galet. Donc ça me permet d'avoir une sorte de rifteuse, mais vraiment pas cher. Tac, donc là j'ai juste inversé le sens de ma perceuse et le mort vient serrer. Hop, ensuite je viens recracher mon rivet. Et je recommence, j'inverse le sens de la rifteuse. Je recrache. Donc maintenant on va commencer par le kit d'admission d'air, c'est simple, hein, on a juste une entrée, une sortie, une autre entrée pour le gasoil. Donc voici à quoi ça ressemble. Le kit d'admission d'air, c'est comme un peu un snorkel que vous avez sur un 4x4 ou sur votre voiture, vous savez, elle a besoin d'air pour que le moteur fonctionne. Plus notre kit d'admission d'air est court, mieux ça va être, et surtout, alors là c'est trop bizarre, il va falloir l'incliner vers le bas.
À l'origine, vous savez, sur les 4x4 notamment, on essaye de l'incliner vers le haut et le plus haut possible pour éviter qu'il prenne l'eau et surtout la poussière. Sur le camion, on a essayé de le monter assez haut. Et ensuite, lui, on va l'espacer de 20 cm avec le rejet des gaz. Pas moins, parce qu'il ne faudrait pas que ça fasse en fait un circuit fermé avec les gaz d'échappement qui viennent rentrer directement dans le kit d'admission. Je suis venu visser ici des écrous pour que l'appareil ne bouge pas lors des tremblements du camion. Et maintenant, je vais mettre le kit d'admission que j'ai découpé. Je regrette d'avoir déjà rifté mon support, car il est difficile de travailler sous le camion. À droite de l'admission d'air, nous pouvons voir l'entrée du gasoil. C'est notre prochaine étape, allons pomper. Voici mon réservoir de 300 litres. C'est pas un réservoir de Renault d'origine, je l'ai commandé sur Merco, pièces, un site que je peux recommander parce que c'est pas mal. Ils vendent que des pièces normalement pour Mercedes, mais ça marche très bien pour Renault. Et là, c'est un réservoir qui est super long, mais qui est pas très profond. Ce qui me permet de le caser sur ce camion, et il fait 300 litres. Le réservoir d'origine faisait 110 litres. Alors là, regardez, si je veux mettre ma perceuse pour faire mon trou, j'ai pas du tout de place. Donc je suis bloqué. Je suis allé démonter mon support ici, là où j'ai du coup ma jauge, l'alimentation du camion. Et en fait, juste derrière, on va peut-être pas le voir, mais juste ici, là, ce petit tuyau que je touche, ici, c'était le trop-plein. Et le trop-plein ou la sortie d'air, donc on va venir se brancher directement dessus. Et au niveau du gasoil, je vais pas venir avec mon plongeur jusqu'ici, mais je vais plutôt m'arrêter à peu près à 10 cm du fond pour pas venir piocher tout mon gasoil, on sait jamais. Si un jour la nuit, on a notre chauffage qui vient pomper tout le gasoil, il faudrait qu'on puisse repartir avec le camion et qu'on soit sur la réserve. C'est génial, ils fournissent vraiment tout. Alors petit collier de serrage. On va bien serrer, mais pas trop non plus, pour pas écraser la matière. Tac, et c'est bon. Donc comme ça, là j'ai mon plongeur qui sera dans le réservoir, et là le petit caoutchouc, on va venir directement le plugger dans mon accessoire de réservoir, là où j'ai tous mes autres tuyaux. Donc ça évite de percer en plus, ça évite de mettre de la limaille dans le réservoir, donc on va dire c'est une bonne solution. Bon alors pas de chance, en manœuvrant la petite partie là-bas, j'ai cassé le filament noir qui sert en fait pour la jauge, à savoir la jauge de carburant. Et là je vais essayer de la ressouder avec l'étain, c'est vraiment pas un truc que j'aime faire. Ok, hop, bon, j'espère que ça va fonctionner. Je me souviens en club de techno, enfin j'étais pas au club de techno, mais j'avais des potes qui étaient. Et je voulais trop souder à l'étain, ça me faisait rêver. Un jour, j'y vais discrètement et le prof me dit non, Justin, t'es pas inscrit au club de techno, tu ne peux pas apprendre à souder l'étain. Donc là, on va faire un test. Tac, j'allume le camion. Hop, super, il fonctionne. Yes. Hey, j'ai l'impression d'avoir commencé la journée et il fait déjà nuit. Ça, c'est vraiment frustrant de travailler en hiver sur un camion. Ce serait pas mal de travailler dans un bâtiment. Je vous soumets l'idée. Donc là, je vais juste pomper du gasoil pour voir si je l'aspire bien. Super. En plus, je ne l'ai même pas avalé, donc c'est cool. Là, j'ai vu des bulles d'air passer avec le gasoil. The next day. On va pouvoir ajouter la pompe à gasoil. Alors là, je viens d'ajouter une membrane en caoutchouc autour afin que ça puisse bloquer les secousses et surtout le bruit de la pompe, et ça va la protéger en même temps. On peut voir ici sur notre pompe qu'on a un connecteur électrique pour des faisceaux, et on va aussi les ajouter en même temps que l'arrivée de gasoil. Une fois que c'est clippé, on va entendre un bruit et on va plus pouvoir les retirer. Clic. Hop là. Maintenant, on vient récupérer l'arrivée de gasoil. On vient aussi tirer un petit peu de gasoil pour remplir les filtres. Hop, voilà. Donc j'en ai pas aspiré, tant mieux. Si vous avez une seringue, hein, c'est quand même mieux. Mais là, j'en ai pas sur moi. Au moins, le fait de remplir le petit filtre et d'avoir du gasoil dans le tuyau, ça va permettre de préparer la pompe. Donc là, on peut voir mon installation avec le filtre, ma petite durite qui sort. Tout est bien fixé avec des colliers de serrage. Sauf ma pompe. Pour le moment, je ne la fixe pas entièrement, car je vais l'incliner à la verticale afin d'évacuer plus facilement les bulles d'air lors de l'amorçage. Donc ici, ça passe sous mes réservoirs d'eau grise, ça passe sous mon point pivot. Le point pivot, je le rappelle, qui est juste ici. Après, ça passe en haut de mes coffres, et là, c'est très bien protégé. Le gasoil passe ici, alors que l'électrique,
hop, les faisceaux passent de l'autre côté, je vais vous montrer, j'ai fait un truc très propre. Donc là j'ai mis en attente, pour le moment j'ai pas encore serré mes caleçons parce que j'attends un autre câble, et ici j'ai mis une petite grille pour éviter que les moustiques puissent passer. Comme ça mon alimentation de la pompe, elle vient par là. Finalement, je vais venir boucher l'aération par un filtre à particules. Le câble électrique et l'air pourront toujours passer, mais je vais filtrer les gaz polluants qui pourraient s'infiltrer dans le coffre et donc nous intoxiquer lors de l'usage du chauffage. En parlant de l'émission des gaz, nous allons dès maintenant installer l'échappement. Alors ça c'est vraiment l'étape la plus mignonne avec la toute petite ligne d'échappement double épaisseur. Ensuite on a le tout petit silencieux qu'on devra percer, je vais vous expliquer pourquoi après. Là on a tout ce qu'il faut, les bagues d'attache, non c'est vraiment trop mignon. Ça pèse son poids, hein, c'est de la bonne qualité je peux vous dire. Ce que je vais faire, je vais couper un petit profilet en aluminium pour maintenir mon silencieux parce qu'une fois que ça va chauffer, j'ai peur que ça fasse des dégâts dans ma boîte de dérivation électrique. Donc on va couper ça. Bon, vous savez, ma découpe avec la scie sabre, elle n'était pas vraiment parfaite en dessous du châssis. Donc ce que j'ai fait, je suis venu couper, j'ai fait une sorte de petit L avec un rebord ici que je vais pouvoir fixer en fait à l'intérieur de mon trou. Alors j'ai maintenant monté mon silencieux, donc ça me fait une petite ligne d'échappement avec un collecteur ici. J'ai laissé à peu près 1 cm pour que les gaz puissent s'échapper. Il sera positionné dans ce sens, donc c'est ce que recommande le constructeur. Après sur une installation de bateau évidemment avec l'angle de gîte et tout, ça sera sur le côté. Et ce qu'on va faire maintenant, on va venir faire un petit trou ici avec un foret afin en fait d'évacuer tous les déchets qui vont s'accumuler en fait dans la sortie d'échappement. Alors je vais voir si ça émet beaucoup de chaleur ici sur le moteur de Montreuil, sinon je viendrai incliner mon silencieux plus derrière. Pourquoi je ne peux pas le mettre plus sur le côté? D'une, on a notre boîtier électrique, et de deux, ici n'oubliez pas, c'est le bras de mon porte-moto. Quand mon porte-moto monte, il monte jusqu'ici, donc juste à côté de l'échappement, du collecteur d'échappement. Je vais voir si c'est dangereux une fois que ça chauffe, parce que ça peut chauffer très fort. Après, on va toujours l'allumer en hiver, donc il va faire relativement froid. Et on ne le mettra jamais pleine puissance parce qu'il est beaucoup trop puissant par rapport à la taille de notre camion. Et là du coup j'ai fait un truc propre, je suis venu fixer mon silencieux sur ma petite plaque en alu. Elle, j'attends que la colle prenne et ensuite je vais mettre une vis ici, comme ça ne va pas bouger. On va poursuivre l'installation maintenant en mettant les gaines de chauffage, donc on va venir les passer dans la cellule. Et vu que c'est une gaine de 90, ça prend énormément de place, donc du coup ça va peut-être pas être très beau, mais je vais la passer sous mes filtres à eau. Alors, hop, on va se mettre là. Hop là! Ça y est, nous avons notre trou. Alors voilà ce que ça donne, je suis trop content. J'ai réussi à passer ma gaine de chauffage. C'était assez dur parce que mon trou était pas assez gros. Donc là j'ai dû venir raboter, c'était pas évident. Juste à côté j'ai fait un autre trou pour passer mes câbles électriques pour l'alimentation 24 volts et aussi le petit panneau de commande. On va voir ça après. Et là j'ai mis une grille anti-moustique. Je suis venu droit comme ça sur 50 cm, c'est ce que recommande le fabricant parce qu'en fait dès qu'on fait un coude, on fragilise la puissance de l'appareil de chauffage. Donc si vous n'avez pas de tube, c'est pas grave, le chauffage va se répartir partout. Mais moi du coup en tube, il faut que j'évite de faire un maximum de coudes. Donc plus mon tube est droit, mieux ça va être. Au niveau des câbles électriques, nous avons un câble pour la pompe, un câble pour l'alimentation 24 volts et un câble pour le panneau de commande. Alors la prochaine étape va être facile, mais on va pas la faire aujourd'hui, je vais plutôt la confier à Bi, parce que ça va faire partie un peu de la décoration, de l'aménagement intérieur. C'est passer du coup les gaines de chauffage finales, c'est-à-dire que là moi j'ai passé une grosse gaine de 90, et ensuite Bi va venir passer des petites gaines de 75. Ces gaines là, elles vont venir du coup alimenter la salle de bain, le bureau et les chambres, donc ça fait en fait 3 sorties. Attention, plus vous ajoutez de sorties, plus vous perdez de puissance de chauffe. D'ailleurs, nous, on a fait un calcul en fonction de la chaleur qu'on voulait injecter dans les pièces. Par exemple, la salle de bain, qui est une toute petite pièce et qui est en plus fermée, on va venir mettre une sorte de T, et ce T va en fait donner que 15% de puissance de chauffe à la salle de bain,
À l'inverse, le reste sera redistribué sur les autres équipements. Pour donner un exemple, ce raccord-là, ça fait 50-50. Donc ça, c'est pas mal. Je suis trop dégoûté. Je voulais faire un exemple du chauffage et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, le fabricant a donné que 5 mètres ou 6 mètres de câble électrique pour le 24 volts et ce n'est pas suffisant parce que mes batteries 24 sont à l'autre bout du camion. Donc du coup, j'ai fait un montage un peu à la bretonne. J'ai rien contre mes amis bretons, mais pour juste alimenter aujourd'hui en électricité le chauffage. Mais attention, on restera pas sur un montage comme celui-ci. C'est vraiment temporaire. En plus, j'avais plus beaucoup de câbles électriques. Donc là, le résultat, il est vraiment un peu à l'arrache. D'ailleurs, je peux pas venir fermer mon placard cuisine et ni le compartiment batterie. Donc je suis tout simplement venu brancher mon plus et mon moins ici, j'ai rajouté un fusible, donc on va voir si l'appareil fonctionne. Bon alors Bi est venu voir la bête, j'ai un peu peur que le chauffe-eau, que le retruck prenne feu parce que c'est quand même une installation un peu dangereuse. On sent de la Bi. Здравствуйте, чисто. Ce chauffe-eau Russia. Как дела? Candela. Bon, on va faire un test. Tu vas allumer ici sur le petit bouton, donc tiens, Ok. Monday. Ok, donc il n'est pas réglé à l'heure, c'est normal. Normalement, il devrait s'allumer. Ça commence à faire un peu plus de bruit par ici. Mais c'est un peu long. Ouais, c'est assez long là. Ça fait un peu plus de 5 minutes qu'on attend. Ah! Regarde, c'est plus fort. Ah ouais? Oui. Mais c'est bizarre, on n'entend pas la pompe. Là, ça fait seulement un petit bruit. Tic, 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 tic. C'est très très léger. Hein. Bon, là, on est à fond et je vous avoue que ça fait pas mal de bruit. Je vais fermer pour voir si déjà on isole un peu plus le bruit. Ici, comment ça se passe? On a déjà de la chaleur. Ça aspire toujours ici. Ça chauffe. Ça fait de la condensation sur le moteur du treuil, mais c'est tout. Bon, par sécurité, je vais quand même réduire la ligne d'échappement, fixer mon collecteur au silencieux et je vais rehausser l'admission d'air. Moi, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très content. Ouais, moi aussi. C'était un peu un truc qui nous manquait, même si c'est encore accessoire. Avoir chaud dans son camion, c'est important parce que ça peut être très dangereux hein, si on est mal équipé, surtout par rapport au froid. La chaleur, on peut toujours tenir, on peut toujours résister. On l'a fait dans le 4x4 juste derrière moi, donc je sais pas pourquoi ça n'irait pas dans ce véhicule. Mais par contre, le froid, c'est dangereux. On peut vite mourir de froid dans un véhicule. Hein. Donc voilà. C'est bon? T'as un truc à dire? Oui. Tu peux dire félicitations, grand bricoleur Justin. Félicitations, tu es très bravo. Quel homme tu es devenu? Ah, si je veux dire en russe, c'est comme Kalacho. 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 Tiens, on va boire un petit verre. Salut. Salut. À bientôt. À bientôt. Oh, c'est nul comme conclusion ça. L'intro était ouf, mais la conclusion niveau budget, c'est un peu, on est un peu merdé, Bi.